Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 23. Le réseau Albank Tournelle. Affaire Megel et Albank, des réseaux pédophiles VIP largement impunis. On va revenir sur deux affaires de réseaux pédophiles, passées fort discrètement il y a quelques années, bien qu'elles révèlent d'intéressantes connexions. Le procès de ce réseau pédophile a débuté en septembre 2002 et bizarrement, on n'en a pas beaucoup parlé. Jean-Marc Smadja a été condamné à 8 ans de prison ferme avec une dizaine de complices, dont Michel Albank, une sorte de parrain pédocriminel qui se faisait appeler Tonton Mimi. Le procès de ce réseau pédophile a débuté en septembre 2002 et bizarrement, on n'en a pas beaucoup parlé. C'était, soi-disant, le premier procès d'un réseau pédophile en France. Et presque le dernier, puisqu'Outreau s'est déroulé à la même époque. Dans la foulée, c'est Robert Megel qui est condamné pour pédophilie dans le centre pour délinquants qu'il dirigeait. Un centre géré par du beau monde qui n'a rien vu, rien entendu pendant des années. Michel Albank a été interpellé en Roumanie pour avoir abusé d'enfants défavorisés. Il avait exactement la même activité en France et ailleurs, avec une prédilection pour les enfants âgés de 8 à 15 ans, dont la plupart étaient pourtant suivis par les services sociaux. Suite à l'enquête, quelques-uns de ses copains sont tombés également, dénoncés par 19 victimes tout de même, tous issus des milieux populaires. Albank, à ce moment, en était déjà à 18 condamnations, dont la plupart pour le même type de fait à l'encontre de mineurs. Et dans son groupe, on trouvait aussi des pédophiles au CV bien chargés, comme un certain Jean-Marc Smadja, ami du maire UMP de Levallois-Perret, Patrick Balkany. Les pédos VIP, increvables ? Au final, Albank, qui a reconnu entre 40 et 50 victimes de 72 à 96, quand il a été arrêté en Roumanie, avec un gamin de 12 ans dans son lit, était accusé de fournir des enfants à plusieurs dizaines de pervers, fonctionnaires, cadres, éducateurs, médecins, etc., dans la région de Chelles, en banlieue parisienne. Ces messieurs étaient prompts à donner un coup de pouce aux parents compréhensifs, pour des loyers en retard par exemple, ou à emmener des gamins à Disneyland. C'est Tonton Mimi qui organisait les partouzes auxquelles des mineurs étaient également présents. En Roumanie, c'était pareil. Albank et ses amis disaient qu'ils se souciaient des enfants, les habillaient et les amenaient au cinéma. Donc là, on voit vraiment le même schéma que ce qu'on voit actuellement au Cambodge. Mais à l'époque, c'était il y a 30 ans, donc c'était d'autres pays, plutôt d'Europe de l'Est, visiblement. Mais ils oubliaient de préciser que surtout, ils profitaient de ces gamins des rues, parce qu'ils étaient vulnérables. Il faut dire qu'Albank était un grand habitué de ces pratiques, puisqu'après le JT de France 2 du 3 septembre 2002, il s'était déjà fait attraper en Asie avant la Roumanie. En Roumanie, où il était emprisonné en 2007, il avait carrément avoué avoir été arrêté 12 fois pour des agressions sexuelles et viols sur mineurs. Non, on parle d'impunité, non, pensez donc. Il a même déclaré avoir toujours accepté les traitements contre la pédophilie, mais avoir toujours rechuté. Ah oui, hein, le pauvre, c'est pas de sa faute. Avec des victimes à la clé, évidemment, quand je vois des petits, je cite, quand je vois des petits, j'essaie toujours aussi de les chercher, disait-il à la journaliste. Admettant, je cite, c'est un manque de volonté de ma part, et déclarant que les psys n'ont pas su le traiter. Ah bah oui, c'est la faute des psys. Super, les traitements qu'il a suivis de nombreuses fois. Pédé un jour, pédo toujours. Au procès de ce réseau, qui, d'après les avocats des accusés, n'était pas un réseau mais une somme de prédateurs isolés agissant en groupe, lol, il manquait un des pédos en fuite, dont on va reparler plus bas, et deux autres s'étaient suicidés en détention préventive. Ah, c'est bien pratique. Albank, qui fut éducateur dans sa jeunesse, a expliqué avoir fait des partouzes à 11 ans à la demande d'un curé et qu'il en a gardé un très bon souvenir. Oui. Il a été viré de plusieurs postes d'éducateur, mais n'a manifestement pas été blacklisté, à moins que l'ambiance ultra-tolérante à l'époque avec les pédophiles, Cohn-Bendit en est la preuve vivante, ait permis à Albank de retomber toujours sur ses pattes. En 1980, il trouve finalement un job dans une entreprise qui vend du matériel d'autodéfense tout en organisant des colonies de vacances pour les enfants. Devant le tribunal, la plupart des accusés, comme c'est souvent le cas avec les pédos, se sont placés en position de victime d'une société ultra-répressive et ont déclaré que les enfants étaient consentants, ce qui est absolument impossible légalement. C'est pour cela que les enfants ne votent pas, ça s'appelle ne pas être majeur. Passons. Un de ses amis était Jean-Marc Smadja, de son côté détenu en République tchèque, une autre place forte des pédos à cette époque-là, qui fut aussi la terre d'accueil de Warwick Spinks, je vous renvoie au podcast sur le réseau Amsterdam. Au tribunal, Smadja s'est drapé dans sa vertu et a déclaré que les experts étaient incompétents. Oui,
Évidemment, la justice a conclu qu'il n'y avait pas de réseau. Non, bien sûr, hein, on a un foyer extraordinaire quand même. Plein de gens qui font tous ensemble, on a un foyer organisé où tout se passe pendant des années et des années sans que personne ne voit rien, mais c'est pas un réseau. Pourtant, de Shell au Cap d'Agde, et même un peu plus loin, un réseau pédocriminel était bien en activité. Car Albenk était toujours à la recherche de nouveaux clients, qu'il rencontrait dans les lieux de drague gays, comme le Cap d'Agde ou la gare du Nord. Il essayait ensuite les enfants avant de les proposer à ses copains. Au final, c'est Albenk qui a pris la plus lourde peine, soit 15 ans, et il était libérable en 2010, semble-t-il, soit après seulement 8 ans de tôle. Toutes les peines ont été inférieures aux réquisitions. D'après le Maroc Hebdo International numéro 526, paru le 27 septembre 2002, Jean-Marc Smadja avait de très bons amis à Marrakech, si bien que, je cite, le procès des pédophiles de la cour d'assises de Seine-et-Marne a fait trembler beaucoup de monde à Marrakech, nous dit le magazine. Animateur de tourisme sexuel, Jean-Marc Smadja est connu au Maroc, plus exactement à Marrakech, où il entretenait des relations plus qu'intimes avec de nombreuses personnalités marocaines et étrangères. Pour éviter de s'enfoncer, M. Smadja a nié qu'il entretenait un réseau de pédophilie et a passé sous silence ses virées fréquentes à Marrakech. Fin de citation. D'ailleurs, parmi ses victimes, Albenk a admis qu'il y avait de jeunes Marocains. Et Smadja a déclaré lui-même qu'il avait été incarcéré déjà au Maroc. Il avait pris 3 ans à l'époque. Bizarrement, le seul média qui en parle encore est un média anglais. On peut lire dans l'Independent du 9 décembre 92 que, je cite, un homosexuel français, Jean-Marc Smadja, 52 ans, est emprisonné pour 3 ans pour avoir incité de jeunes garçons à la débauche dans la ville de Marrakech au sud du Maroc. D'après une news de l'agence MAP. Je continue la citation. Il a été condamné par le tribunal de Marrakech lundi à la fin du procès au cours duquel 6 garçons de 11 à 15 ans ont donné des preuves d'orgie organisées par l'accusé dans une villa. 2 complices marocains, Hicham Kallous et Khalid Bouiwi, ont été emprisonnés pour 2 ans chacun. Smadja a réfuté les charges et a accusé un ami, Jean-Pierre Rofi, qui louait la villa. Le dit Rofi avait pris la tangente. Donc on voit bien ce schéma habituel qui se passe à Marrakech dans ces fameux riads. Je vous laisse vous-même chercher, notamment autour de Pierre Berger, autour de tous ces gens-là, qui va régulièrement à Marrakech, qui trouve ça vraiment formidable comme endroit, etc. Continuons. Donc Rofi s'était échappé, mais pas pour longtemps. En 2000, on retrouve Smadja et Rofi dans une autre affaire de pédophilie, impliquée avec un certain Chris Denning, animateur radio anglais et collègue de Jimmy Savile à la BBC. Donc je vous renvoie au podcast consacré à Jimmy Savile et à la BBC. Comme quoi Rofi a vite pardonné à Smadja de l'avoir balancé. Aujourd'hui, Denning est de nouveau inquiété pour ses petites sauteries avec Jimmy Savile, qui était le pourvoyeur d'enfants des VIP anglais, très probablement jusqu'à la famille royale. Prague, c'est justement la ville où Warwick Spinks, le pédo-globetrotter anglais, avait ouvert des bars pédos à cette époque-là. Enfin bref, Smadja et Rofi étaient accusés d'y avoir cherché des relations sexuelles avec des garçons aussi jeunes que 13 ans. Le procès a duré 16 mois et il s'agissait, nous dit le journal anglais The Guardian, et oui, les médias français allaient savoir pourquoi n'en ont pas parlé, je cite, de l'affaire d'abus sexuel la plus médiatisée en République tchèque. À l'issue de ce procès, Smadja et Rofi ont pris 3 ans et demi de prison. Vu ses nombreuses activités, il faut croire qu'il est vite sorti de prison. Rofi, présenté comme un ingénieur, est décidément très intéressant. D'après un blog portugais, Rofi était à la tête d'un réseau pédophile local entre 89 et 91, dans lequel on trouvait aussi Esteve, membre du réseau Albenk qui a fui pendant son contrôle judiciaire, et dont on va parler plus bas. Rofi, semble-t-il, avait été accusé au Portugal de diffusion de matériel pédopornographique et atteinte à la pudeur. Il aurait été cité dans l'affaire Casa Pia, cet orphelinat transformé en bordel pour pédophiles VIP. Mais comme toujours, l'affaire a été étouffée. Rofi avait une villa à Praia das Macas et divers appartements sur la costa de Caparica qui servaient probablement au réseau. 2 de ses complices portugais sont aussi tombés. Apparemment, les victimes étaient des garçons âgés de 9 à 14 ans. Dans cette affaire, on retrouve un pédophile suisse, un certain Alexander Peter Horvat, et un autre pédo qui a fait beaucoup parler de lui notamment en Inde, Peter Heinz Dietrich. Il filmait les viols d'enfants commis au Portugal et vendait les cassettes autour de 700 francs, 100 euros. L'international pédophile n'est pas une vue de l'esprit, car ce réseau n'est pas sans rappeler le réseau Tamiz Madère. Lors du procès de Meaux, une victime a expliqué comment, à 13 ans, il est devenu, je cite, un défouloir sexuel pour Smadja. Il m'a ligoté, m'a fait fumer de l'herbe, il m'a dilaté l'anus et m'a détruit de l'intérieur, je ne pouvais plus marcher. Fin de citation. Ce jeune s'est ensuite, comme par hasard, tourné vers la prostitution. D'après ce témoin, Smadja a violé plusieurs autres garçons,
Ensuite, c'est entre guillemets grâce à Smadja que ce jeune est tombé dans la prostitution. Il cite: Smadja m'a emmené plusieurs fois porte Dauphine à Paris où je passais de voiture en voiture. D'après le Parisien, une enquête a démarré à ce sujet, mais, je cite, les policiers ont trouvé mon carnet d'adresse. Je suis allé avec eux devant les domiciles où j'avais rencontré des pédophiles, mais l'enquête n'a rien donné. Je ne sais pas pourquoi. Fin de citation. Smadja, neveu d'Henri Smadja, juif tunisien devenu patron de presse à la Libération, se faisait passer pour un entraîneur du PSG et refilait aussi des billets de Roland-Garros. Smadja avait déjà été inquiété plusieurs fois par le passé pour le même genre d'affaires, pourtant il a nié les faits jusqu'au bout, comme à son habitude semble-t-il. En Roumanie, il s'est filmé dans le même logement qu'Elbenk et sa victime. Smadja est pourtant très connu en France. En 2007, cet ancien banquier qui a donné dans l'immobilier sur la Côte d'Azur faisait encore partie de la garde rapprochée de Balkany et est le cousin d'Isabelle Balkany, la femme du fidèle lieutenant de Sarkozy, et du nabab donc de Levallois-Perret, Patrick Balkany. Donc ils ont tous les deux été inquiétés pour de nombreuses affaires de corruption et finalement la justice a commencé à s'intéresser à eux sur le tard. Depuis 2002, il était aux commandes de la Semarlep, une société d'économie mixte destinée à l'aménagement de Levallois et dont 2 filiales géraient le contrôle des parkings et la promotion immobilière. Le monde est petit pour les pédos. Smadja, entre 2 promotions, avait déjà été condamné pour des actes pédophiles en France, au Maroc, au Portugal et en République tchèque. Malgré tout ça, lui, qui était accusé d'avoir organisé le réseau pédo avec Elbenk, est ressorti libre du tribunal. Que valent donc les enfants ? Un autre des co-accusés d'Albenk était Denis Page, qui avait tenté de s'exiler au paradis des pédos d'alors, la Thaïlande, et se ramener en Porsche dans les cités HLM. En 1997, Page a été condamné à 2 ans de prison en Thaïlande après s'être fait pincer alors qu'il violait un enfant de 13 ans dans sa chambre d'hôtel. Il a de nouveau fait parler de lui en 2008 quand 2 profs de ping-pong pédophiles ont été condamnés. Page avait alors pris 50 tôles, comme pour le réseau Albenk, pour 3 viols et détention d'images pédophiles, nous dit LCI. 5 ans alors qu'encore une fois, les viols sont des crimes, 10 ans minimum, a fortiori quand ils sont commis sur des mineurs. Mais visiblement, les lois sont interprétées avec grand laxisme quand il s'agit de pédophiles récidivistes. Et devinez où on a de nouveau coincé Denis Page en octobre 2011 ? Au Cambodge, la dernière destination prisée par les pédos. Il a été arrêté avec un dénommé Jean Vidon, 67 ans, dans leur chambre d'hôtel alors qu'il se trouvait avec 2 ados de 15 et 17 ans. Ils ont pris 2 ans, dont un avec sursis. Évidemment, les 2 ont nié avoir eu des relations sexuelles avec les ados. C'est sûrement pour jouer à la crapette avec 2 jeunes types que ces 2 pervers ont traversé la moitié du globe, évidemment. Enfin bref, les 2 pourris ont même été rapatriés en France, gratos, pour finalement ne pas y purger leur peine de prison. Emmanuel Sadoul, cadre commercial, était aussi assis sur le banc des accusés, ainsi que Daniel Berdois, ex-jardinier au Sénat, qui organisait des partous avec des enfants dans son logement de fonction situé dans le périmètre du jardin du Luxembourg où est installé le Sénat. L'ancien steward franc-maçon Jean-Max Capmarty, Raymond Teens, un Allemand qui a fondé le Club international des jeunes naturistes, ou Bernard Seigneury, chef d'entreprise, adepte du Cap d'Agde qui a essayé de se faire passer pour un puissant. Dans le tas, on avait aussi un éducateur de mots, Claude Jaubert, qui devait avoir un accès facile aux enfants en précarité, Emmanuel Sadoul ou encore Patrick Arvacher. C'est Sadoul qui avait conseillé à Capmarty de les rejoindre en Roumanie pour s'adonner tranquillement à leur perversité. Il y va 3 fois en 95 et 96. Je cite: Tout le monde semblait heureux en Roumanie. Les garçons aussi. On peut tout leur donner, ils n'ont rien, a déclaré Capmarty au tribunal. Magnifique. Suite au procès, Capmarty a démissionné de toutes les associations dont il était membre. Quant à Jaubert, une autre victime a porté plainte contre lui et contre Smadja en 2002. Mais il semble que le procès n'est jamais venu, bien qu'une confrontation ait été organisée entre les 2 pédos et leurs victimes. Cette victime avait été entendue lors de l'instruction du réseau Albenk, mais il n'avait pas parlé à l'époque. Je cite: Puis elle avait compris que grâce à son silence, Smadja et Jaubert avaient continué à s'en prendre à des gamins, et donc finalement il avait choisi de déposer plainte. Ce témoin explique que Smadja l'a violé quand il avait 13 ans, puis lui avait présenté d'autres hommes. Évidemment, Smadja et Jaubert ont nié les faits. En 2003, un autre procès est survenu, celui d'André Estève, accusé du viol de 2 mineurs et soupçonné d'avoir été membre du réseau Albenk. Estève avait créé à Chelles, une cité populaire, un club de foot social et faisait croire aux parents qu'il était éducateur. Apparemment, il n'hésitait pas à utiliser la force pour parvenir à ses fins, mais en bon pédophile, il a nié les faits en bloc. En 1998, Estève avait fait un passage en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur Albenk, puis il s'était enfui et on avait perdu sa trace.
C'est suite à un mandat d'arrêt lancé contre lui qu'on a fini par lui mettre la main dessus au Cap d'Agde. Il avait déjà été condamné 2 fois pour attentat à la pudeur et corruption de mineurs, et pour ces 2 viols, il a pris 5 ans. Oui, 5 ans, alors qu'il s'agit d'un crime puni de 10 à 20 ans de prison. L'affaire du pédo à la carrière fulgurante. Meaux, c'est la ville de Jean-François Copé. On est en Seine-et-Marne. C'est là qu'on a aussi plusieurs associations absolument véreuses, comme Olga Spitzer, qui agit dans l'illégalité la plus complète, mais a quand même ses entrées dans les tribunaux. On a aussi les Tournelles, un centre pour mineurs difficile qui réhabilitait les jeunes délinquants de 7 à 18 ans grâce au luxe et à une pseudo-thérapie du merveilleux. Il se trouvait juste à côté de Levallois-Perret. Le dit centre était dirigé depuis 1978 par Robert Mégel, qui a été condamné en 2004 à 11 ans de prison pour viol et attouchement sur mineurs. Mégel était un haut fonctionnaire du ministère de la Justice, détaché de la protection judiciaire de la jeunesse. Payé grassement par les contribuables, donc, pour gérer ce centre. L'affaire a démarré après qu'un employé de la protection de l'enfance du Conseil général de Seine-et-Marne, alerté par des rumeurs d'abus sexuels aux Tournelles, Pascal Viret, est invité à organiser une réunion dans l'établissement pour les 50 pensionnaires au sujet de la prévention et de la maltraitance. Quand soudain, Mégel lance, je cite, « Il faut que vous sachiez que quoi qu'il ait pu se passer entre vous et les gens qui s'occupent de vous, la relation qui existe est indestructible. » Fin de citation. Effectivement, ça fait un peu menace. À cette époque, le centre faisait figure de référence et se vantait d'avoir le soutien de Françoise Dolto, dont il disait appliquer les méthodes. Je vous renvoie à des vidéos sur Françoise Dolto et son apologie de la pédophilie, tout simplement. Cela n'est guère étonnant quand on sait qu'elle a signé une des pétitions parues dans les années 70 pour soutenir le lobby pédophile. Apparemment, quand les magistrats ont décidé de relancer l'internat des Tournelles en 1978, ils ont fait appel à Dolto, qui aurait formé l'équipe d'encadrement et qui tenait des conférences à l'occasion. En 1993, un article dithyrambique de l'Express nous expliquait que, je cite, « Ici, les enfants sont guidés, écoutés, mais surtout respectés. Et ça marche !» Mais il a été défendu par tout son staff et par les administrateurs des Tournelles, qui pourtant sont censés protéger les enfants et pas les pédocriminels. Tous ces braves gens ont dit que les victimes étaient des menteurs, c'est si facile. Parmi les soutiens de Mégel, il y avait une clique variée, un haut fonctionnaire de Bercy, des journalistes, une scientifique de l'Institut Pasteur, des gérants de boîtes de nuit, des magistrats. Par exemple, il y avait Geneviève Moll, rédactrice en chef à France 2, et membre du conseil d'administration des Tournelles. Elle a carrément balancé à la victime en plein procès, je cite, « T'es qui, toi? Tu devrais avoir honte, petit merdeux !» Magnifique. D'après certaines écoutes, c'est grâce à Moll que la presse n'a rien dit, ou presque, sur cette affaire. L'avocat parisien, Michel Pès, et le conseiller d'État, Philippe Sauzet, étaient aussi des membres du CA des Tournelles. En outre, Mégel était défendu par le président de la Ligue des droits de l'homme et une star du barreau, maître Henri Leclerc. Au nombre des défenseurs qui s'en sont mobilisés pour Mégel, il y avait aussi Jean-Marc Borrello, ancien administrateur des Tournelles, devenu délégué général du groupe SOS Drogue International, qui a dit à l'audience que les faits reprochés étaient, je cite, « matériellement impossibles ». Borrello est aussi un ancien éducateur de jeunes délinquants, qui a eu de belles promotions puisqu'il a été conseiller ministériel, puis gérant des grosses boîtes de nuit parisiennes, le Palace et Régis, mais aussi du resto Le Doyen, où Mégel emmenait ses proies. On peut aussi noter que Borrello a obtenu la Légion d'honneur en 2000 et qu'il a créé le groupe SOS, qui regroupe aujourd'hui plus de 20 000 salariés, appliquant au secteur social les recettes du privé. On appelle ça la privatisation rampante. Le dit groupe SOS, nous explique le magazine Capital, je cite, chapeaute une trentaine d'associations intervenant dans l'accueil de toxicomanes, de SDF, de jeunes en difficulté et dans la gestion de crèches et de maisons de retraite. Ça fait froid dans le dos. Mais il regroupe également une dizaine d'entreprises privées comme Altermundi, l'enseigne de distribution de produits équitables, l'usine, un espace événementiel situé face au Stade de France et employant des personnes en réinsertion, ou encore la manufacture durable, le numéro 2 des cabinets de conseil en développement durable avec plus de 100 collaborateurs. En 2012, Borrello est même devenu conseiller des diverses multinationales comme Danone. Le dit Borrello a expliqué au procès que c'est lui qui, je cite, a convaincu des ministres d'aider les Tournelles. Et il a affirmé y avoir emmené Danielle Mitterrand, la tante du ministre pédophile Frédéric Mitterrand. Raïssa Gorbatchev, donc la femme du dernier, on va dire, chef de l'URSS avant la chute du mur de Berlin, y serait également allée. Que faisaient ces gens dans un centre pour jeunes difficiles ?
Le même genre de virée que celle de la clique pédophile anglaise dans l'orphelinat de Jersey? Au procès, Borrello a dit que toutes ces accusations n'étaient qu'un complot qui avait, je cite, développé un insupportable climat d'homophobie. Ah, voilà, on y est. Pourtant, Borrello était bien présent au Partous de Megel, qui recrutait essentiellement du personnel homosexuel ou bi au Tournelle. Je cite, je me rappelle B, membre du conseil d'administration, patron de boîte de nuit et grand ami de Robert, donc je me rappelle Borrello. La première fois que je l'ai rencontré chez Megel, il m'a déboutonné 3 boutons de chemise pour voir ce qu'il y avait dessous. Hein, et a ainsi expliqué un indicateur du centre. Je vous renvoie à un article du site où Borrello a été un petit peu allumé au moment de la campagne de Macron, et parce qu'il était mouillé dans cette affaire des tournelles. Aujourd'hui, c'est le chantre de l'économie solidaire et circulaire et blablabli et blablabla. Philippe Sauzet, conseiller d'État honoraire, ancien préfet, ex-chef du cabinet de Giscard d'Estaing et ancien membre du conseil d'administration des Tournelles, mais surtout ami de Megel depuis 1973, a bien sûr pris la défense de Megel. À partir de 1973 d'ailleurs, la carrière de Megel connaît une ascension fulgurante, dont le sommet fut la création des Tournelles, où le tiers du conseil était composé de magistrats, pourtant jamais interrogés dans l'enquête, et avait le soutien de personnalités. On se demande pourquoi un tel engouement. D'après le journal La Vie du 18 janvier 1998, je cite, en 1974, sur proposition de Philippe Sauzet, alors chef de cabinet présidentiel Giscard d'Estaing, aujourd'hui Conseil d'État, l'ancien instituteur a été chargé de mission au cabinet d'Hélène Dorlac, secrétaire d'État à la condition pénitentiaire. Au conseil d'administration des Tournelles, il s'est bien entouré, outre Philippe Sauzet, plusieurs magistrats, des avocats, un ancien président de la Cour d'appel de Paris, un ex-procureur de la République, un vice-président du tribunal de grande instance de Paris, ou encore une ancienne directrice de l'école polytechnique féminine. Fin de citation. Parmi tous ces gens, aucun n'aurait jamais eu le moindre soupçon sur Megel? Difficile à croire. Parmi les soutiens de Megel, il y avait aussi Françoise Gaspard, ex-maire de Dreux de 77 à 83, puis députée d'Eure-et-Loir. De fait, Megel avait beaucoup d'amis bien placés, et aussi beaucoup d'amants, souvent mariés et restés au placard. De hauts fonctionnaires, des magistrats aussi, qui ont permis son ascension sociale. À 25 ans, Megel était déjà contrôleur des centres en charge des mineurs pour la direction de la protection judiciaire et de la jeunesse. Ce sont probablement ces belles relations qui ont permis à Megel de passer au travers des mailles du filet quand, dans les années 70, la mère d'un adolescent avait signalé à la brigade de protection des mineurs qu'elle avait surpris Megel au lit avec son fils de 13 ans. Le garçon, suivi dans un centre médico-psychologique où officiait Megel, était revenu d'un séjour en Espagne avec la syphilis. Megel avait d'abord dit qu'il ne s'agissait que d'une infection intestinale, avant de déclarer que l'enfant avait été violé par les Marocains. En 1997, quand une victime a parlé, Megel s'est lamenté sur son triste sort. Il l'a convoqué en tête-à-tête dans son bureau, puis lui a fait dire devant tout le monde qu'il ne s'était jamais rien passé. Ce qui, manifestement, a satisfait toute l'audience. Et tout le monde s'est mis d'arrache-pied à travailler à la défense de Megel. On rédige des dossiers présentant Jérôme comme un menteur pathologique, certains sont même antidatés. On atteste qu'aucun jeune ne pouvait se retrouver seul le soir au domicile de Robert Megel, même s'il se faisait porter des plateaux repas par des jeunes qu'il sélectionnait lui-même. Personne ne proteste quand il détruit les cahiers retraçant les allées et venues des enfants le soir. Quand le ministre de la Justice retire l'agrément à l'association de Megel qui gérait les Tournelles pour le refiler à une autre association à cause de l'affaire de viol, Megel introduit un recours devant le tribunal administratif. En outre, Megel s'est barré avec la trésorerie de l'association, soit quand même 2,7 millions de francs. Le psychiatre, membre du conseil d'administration des Tournelles, Jean Tremsal, en profite pour décrédibiliser la victime, qui selon lui a un profil de délinquant. Accessoirement, c'est justement pour cette raison qu'on envoie des jeunes dans les centres pour jeunes difficiles, et le rôle des adultes n'est pas de les violer mais de les aider, autant que possible. Peut-être que Tremsal a aussi été gentil avec Megel, parce que ce dernier lui proposait de faire du business ensemble dans l'immobilier. Précisons que Tremsal exerce toujours à Meaux, ce qui ne semble déranger personne. Étienne Madrange est l'un des magistrats membres du conseil d'administration des Tournelles. Lors d'écoutes réalisées pendant l'enquête, il a parlé de la rémunération de Megel. Je cite « Des soirées à l'Élysée, Matignon où le whisky coulait à flot. » Et de personnes qui complotaient pour mettre la main sur les Tournelles. On ne parle pas ici d'une start-up innovante ou d'une multinationale, mais d'une association a priori sans but lucratif. Pourquoi donc ces manœuvres afin de récupérer ce centre pour jeunes difficiles? À qui s'adressait Madrange? Il s'adressait à Colette Créder,
ancienne directrice de l'école polytechnique féminine et administratrice aux Tournelles, qui se moquait bien elle aussi de la victime et ne pensait qu'à sauver les Tournelles. Aujourd'hui, Madrange nous gratifie de ses chroniques dans le Figaro. En 2003, au moment du procès, Madrange, je cite, jusqu'alors magistrat au parquet général de la Cour d'appel de Paris, rejoint le cabinet de Jean-Louis Borloo au ministère délégué de la Ville. Nommé conseiller auprès du ministre et venant ainsi compléter le cabinet. Il aura en charge notamment les problématiques jeunesse. Eh oui, nous disait alors le site du ministère de la Ville. Pas de chance, s'il n'y avait qu'une seule partie civile grâce à la prescription, en réalité beaucoup de victimes sont venues décrire à la barre les mêmes faits de viol et d'agression sexuelle. D'anciens pensionnaires d'un établissement où Mégel était passé avant, l'Institut médico-psychologique de Dammartin-sur-Tigeot, sont également venus témoigner. Certains ont décrit ces virées dans les boîtes parisiennes avec des adolescents du centre, d'autres ont parlé des recrues non qualifiées de Mégel ou de ses relations avec d'anciens pensionnaires devenus adultes. C'est aussi là qu'on a appris l'organisation par Mégel de virées dans des hôtels de luxe au Maroc, ou même aux États-Unis. Un soir, il a fait décoller des enfants d'Orly pour les emmener manger à Cannes. Dans un reportage diffusé par 7 sur 7, émission de Anne Sinclair, on voyait les pensionnaires discuter avec Badinter. Ils ont aussi été sur le plateau du célèbre pédophile Michel Polac, en compagnie de Depardieu, dont les débuts de carrière sont des plus obscurs, et Renaud. Comment était financé ce centre pour parvenir à envoyer des jeunes au Maroc, où des viols ont eu lieu, en Tunisie, au Canada, aux USA, et dans les restos chics de Cannes comme le Carlton et de Paris? Je cite, outre les allocations de la caisse d'assurance maladie, l'Institut récolte aussi les dons de généreux mécènes, dont le legs d'une vieille dame fortunée et les cadeaux en nature, champagne, caviar, de sociétés privées. Certaines participent d'ailleurs au financement du nouveau pensionnat inauguré en 1995, nous explique le site de l'association Morcoven. Dans ce nouveau pensionnat, chacune des 26 chambres a été décorée par les soins d'une ambassade. Mais on rêve que viennent faire les ambassades dans la décoration d'un pensionnat pour jeunes difficiles. À ce stade, précisons qu'en Angleterre, un des sports nationaux était pour le MI5 et le MI6 de coincer des personnalités, souvent étrangères, lors de partous organisés dans divers orphelinats ou dans des villas, mais avec des enfants pris dans les orphelinats. Il n'y a qu'un pas à faire pour envisager le même type de processus avec les Tournelles. Finalement, Mégel a pris 11 ans, puis 12 ans en appel. On notera que des plaintes avaient été déposées contre Mégel dès 1994 et que l'affaire a débuté suite à une lettre anonyme du père d'une victime de Mégel, qui a écrit en 1997 à Xavier Emmanuelli, alors secrétaire d'État à l'action humanitaire. Aujourd'hui, toutes les familles savent qu'une telle lettre est directement renvoyée au parquet et non de la fameuse séparation des pouvoirs qui n'est qu'un mythe. La victime principale de l'accusation a porté plainte à 17 ans, la même année. Et dès les années 80, les psychiatres de la région disaient que les Tournelles étaient un établissement dangereux dans lequel il ne fallait pas envoyer les enfants. En outre, Mégel n'a fait que 5 jours de préventive. Je cite, Robert Mégel a été relâché après 5 jours de détention par décision du président de la chambre d'accusation en vertu d'une mesure très rare, le référé liberté, a précisé le journal La Vie. Autre étrange rareté, le contrôle judiciaire n'est pas laissé à la disposition du juge, comme le veut la coutume, mais à la chambre d'accusation. Il a été réduit à sa plus simple expression, note un policier. Mégel n'a même pas besoin d'aller pointer chez les gendarmes. Les policiers qui ont, semble-t-il, eu quelque mal à démarrer l'enquête font d'étonnants constats. L'expert informaticien de la DRPJ a ainsi découvert qu'un psychiatre des Tournelles n'a pas hésité à signer de faux documents. Fin de citation. Divers documents concernant les nombreux protagonistes de l'affaire ont également disparu, comme ce fut le cas par exemple pour le dossier personnel de Mégel au ministère de la Justice, qui est son employeur, ou l'original du dossier de la victime qui a disparu avant d'être remplacé par un faux rapport antidaté par Tremsal. Quant à la presse, qui a relaté le scandale même à minima, elle a été systématiquement poursuivie et intimidée par Mégel et ses amis. Mégel avait déjà bénéficié de l'ultra-laxisme judiciaire en faveur des pédophiles, cité parmi 340 personnalités dans le dossier Coral, qui a été étouffé. Mégel était déjà passé entre les mailles du filet, si filet il y avait eu dans cette affaire. Je vous renvoie au podcast consacré à l'affaire du Coral. Bref, je suppose que si Mégel a fini par tomber, c'est qu'il dérangeait quelqu'un. Avait-il des dossiers sur certaines personnes? Était-il devenu trop voyant? Ou est-ce que les détournements de fonds qu'on lui a reprochés en ont dérangé certains? On ne le saura sans doute jamais. En tout cas, quand on voit les manœuvres et pressions diverses qui n'ont cessé dans ce dossier, on comprend que Mégel n'était certainement pas le seul à être mouillé jusqu'au cou dans cette affaire. C'est l'ancien adjoint de Mégel qui a repris les Tournelles. Bien sûr, lui non plus n'avait rien vu, rien entendu. Un réseau pédophile au foyer pour enfants des Tournelles.
La scène se déroule au château des Tournelles en mars 97. Alerté par des rumeurs d'abus sexuels sur les pensionnaires de ce centre pour mineurs difficiles, à Hautefeuille, en Seine-et-Marne, Pascal Viret, chargé de l'enfance en danger au Conseil général du 77, est invité à animer une réunion avec les 50 jeunes garçons hébergés au château. Le thème, la prévention de la maltraitance. Une intervention brusquement interrompue par le directeur général des Tournelles, Robert Mégel, qui prend à partie l'assemblée. Il faut que vous sachiez que quoi qu'il ait pu se passer entre vous et les gens qui s'occupent de vous, la relation qui existe est indestructible. Pascal Viret ne sait pas encore que l'affaire ne fait que commencer. Direction la cour d'assises à Melun, où s'ouvre 8 ans après, le 23 novembre, le procès de Robert Mégel, accusé de viol et agression sexuelle sur 2 pensionnaires des Tournelles. Quand éclate le scandale, les Tournelles font encore figure de référence. Robert Mégel, un éducateur qui a gravi les échelons au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, rattaché au ministère de la Justice, débarque dans ce château du XIXe siècle à la fin des années 70. Avec ses amis, avocats ou magistrats, il reprend les rênes de l'association qui gère les lieux et lance aux Tournelles une expérience inédite, la rééducation des mineurs par le luxe. Si. Le concept, proposer à des enfants et des ados sujets à des troubles du comportement, crises de violence et rejetés de toutes les autres structures de vivre le grand rêve. Les remettre dans le droit chemin au pays des merveilles. Rien n'est trop beau. Voyage dans les hôtels les plus chics du Maroc ou des États-Unis, sorties dans les plus grands restaurants parisiens, distribution de montres et de parfums de valeur. Un soir, par exemple, les enfants décollent d'Orly pour aller dîner à Cannes et rentrent dès le lendemain matin. Je cite, la philosophie, c'était sortons-les de Sarcelles et amenons-les à Manhattan, résume Pascal Vivet. L'Institut se vante d'avoir la caution morale de Françoise Dolto. Et le carnet d'adresses impressionnant de Robert Mégel, décrit comme un charmeur et un parleur extraordinaire, lui assure de prestigieux soutiens. Au conseil d'administration de l'association siègent des hauts fonctionnaires et le gratin de la magistrature parisienne. Parmi eux, l'avocat Michel Pes, le conseiller d'État Philippe Sauzet, ou encore un président de la chambre de la cour d'appel de Paris et l'ancien patron du Palace, donc Borello. Au château, les personnalités aussi se bousculent, comme Daniel Mitterrand, Raïssa Gorbatchev. Dans les années 80, sur le plateau à la télé de Michel Pollack, les jeunes partagent la vedette avec Depardieu ou Renaud. À 7/7, ils débattent avec Robert Badinter. Je cite, « À l'Institut des Tournelles, les 50 pensionnaires se préparent à découvrir le Maroc et, si possible, à interviewer le roi Hassan II », rapporte la presse. Les finances de ce train de vie royal, outre les allocations de la caisse d'assurance maladie, l'Institut récolte des dons généreux de mécènes, des legs, des cadeaux en nature, de champagne, de caviar, de sociétés privées. Certaines participent d'ailleurs au financement d'un nouveau pensionnat inauguré en 1995, un bâtiment de luxe, couleur vert et acajou, construit juste derrière le château sur les plans de l'architecte Jean-Michel Villemotte, avec du marbre au sol et restaurant panoramique au 3e étage. Chacune des 26 chambres a été décorée par les soins d'une ambassade. Je cite, « Tout concourt enfin à donner à ces garçons les bases nécessaires à leur insertion lorsqu'ils quitteront l'institution. » Fin de citation. S'enthousiasme, une revue du ministère de la Justice. Donc là, quand même, en plus, c'est une blague, quoi. Tu donnes du luxe à des gamins, puis après, à 18 ans, c'est vas-y, retourne dans ta vie de merde. C'est la blague, quoi. C'était juste pour pouvoir profiter de tout ça, mais que les gens qui le font, qui faisaient ces abus, puissent eux-mêmes profiter du luxe, en fait. C'était quand même juste ça l'idée, quoi. Presque impensable aujourd'hui, à l'heure où on débat de la hauteur des grillages dans les centres fermés. Ce paradis cache-t-il un enfer ? Mai 97, Jérôme, l'un des pensionnaires des Tournelles, alors âgé de 16 ans, raconte au policier de Palaiseau qu'il a été victime d'abus sexuels et de viols entre janvier 94 et août 96 de la part du big boss de l'internat. Des attouchements pratiqués pendant 2 ans, dit-il, dans les appartements du directeur, où il était chargé d'apporter des plateaux repas, mais aussi au cours d'un voyage à Marrakech. Puis les viols à partir de 96. En juin 97, un deuxième élève des Tournelles, Eddy, confie à un psychiatre qu'il a dû lui aussi résister à des attouchements pendant son séjour au château. Robert Mégel est interpellé en septembre et nie tout. Les accusations de Jérôme ? Oh, un subterfuge pour ne pas répondre des vols dont le jeune était accusé. Oui. Eddy ? Oh, une réaction à son exclusion des Tournelles. Ah, certainement. L'enquête confirme cependant l'existence que les pratiques des plateaux repas délivrés au maître des lieux qui reçoit les élèves en peignoir. Elle démontre aussi la volonté de Robert Mégel de discréditer les accusations de Jérôme, ainsi ces attestations visant à prouver que le jeune homme présentait de graves troubles psychologiques. L'analyse du disque dur de l'ordinateur des Tournelles a révélé qu'elles étaient antidatées. Les enquêteurs font aussi remonter une poignée de témoignages d'anciens élèves de Mégel, soit aux Tournelles, soit à l'Institut médico-pédagogique de Dammartin-sur-Tigeot, également en Seine-et-Marne,
où il enseignait auparavant, qu'il accuse d'attouchement et de viol. Tous tombent sous le coup de la prescription. Mais peu à peu, les secrets du château apparaissent au grand jour. Il y a ce pensionnaire, dont Mégel reconnaît avoir été l'amant, certes après sa majorité, et cette étonnante soirée racontée par un témoin où des danseurs marocains nus font la nouba dans la chambre du dirlo. Tout ça ne relève pas du viol, mais ça crée un sacré climat. Mis en examen en septembre 1997, Mégel a été incarcéré 5 jours. Je cite, Mégel a été relâché après 5 jours de détention par décision du président de la chambre d'accusation, donc en vertu d'une mesure très rare, le référé liberté. L'ancien directeur du centre pour jeunes inadaptés des Tournelles a été condamné le vendredi 12 mai 2006 à 12 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'appel de Paris. Donc il était accusé de viol et d'agression sexuelle par 2 de ses anciens pensionnaires.